messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission très spéciale aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars. En cette Journée internationale des femmes adoptée par les Nations unies en 1977 et célébrée depuis par la majorité des pays membres de l'Assemblée générale, Téléhandicap a voulu participer à sa manière en cette journée spéciale pour rendre hommage et écouter attentivement 4 femmes, plus une 5e qui est spécialiste en la matière. Les 4 premières sont des mamans d'un enfant vivant avec la paralysie cérébrale et la 5e sera une personne qui va nous apprendre énormément de choses, quelle sera la prochaine étape des personnes et surtout des enfants vivant avec la paralysie cérébrale. Aujourd'hui, je considère les mamans qui sont dans notre studio, qui sont le soleil de nos étoiles. Ce sont les mamans phares qui nous donnent ce privilège d'avancer dans notre société et dans notre association surtout à l'égard de la paralysie cérébrale. Donc, c'est aussi aujourd'hui la journée de la paralysie cérébrale. Donc, en cette journée des droits de femmes, Téléhandicap souhaite souligner la contribution des femmes en général dans le développement de notre société, mais plutôt spécifiquement à ces mamans qui ont la responsabilité, le courage et la résilience d'être présentes auprès de son enfant en lui donnant l'amour nécessaire pour s'épanouir avec son handicap, avec la paralysie cérébrale. Aujourd'hui, mesdames, Téléhandicap vous dit, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Donc, c'est avec un immense plaisir que j'accueille dans cette émission 5 personnalités féminines, dont 4 mamans ayant un enfant vivant avec la paralysie cérébrale, et j'ai nommé Madame Rachel Kati, Madame Assiata Doumbouya, Madame Presidi Garcia, Madame Siamil Mayati et finalement Madame Sandrine Gagné-Trudel, qui participe avec nous pour nous faire vivre son engagement de ne pas s'arrêter seulement devant la Convention de la Charte des droits de l'enfant, mais pour nous parler de son travail qu'elle prépare sur le droit de l'enfant handicapé. Bonjour à vous et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Comment Merci, allez-vous, bonjour. Madame Gagné-Trudel? Ça va bien? Ça va très bien. Je suis très heureuse d'être autour de cette table de discussion virtuelle. Je me sens privilégiée de parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais aussi d'entendre le témoignage des autres femmes qui sont présentes. Alors, merci de m'avoir invitée. Vous êtes chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières et doctorante en sciences biomédicales. Votre défi est majeur, être proche des familles d'enfants vivant avec une situation de handicap et sensibiliser le public à cette réalité et surtout aller de l'avant dans un projet phare qui relève du droit de l'enfant handicapé. On vous écoute. En fait, mon aventure vers la recherche a commencé, j'ai commencé avec un parcours d'ergothérapeute, donc j'œuvrais avec des enfants qui ont différentes difficultés. Moi, j'étais dans un programme de santé plus au niveau du système public avec les enfants entre 0 et 18 ans là, qui ont des difficultés plus motrices ou encore physiques. Donc, j'ai œuvré pendant plusieurs années et il y a un enjeu qui m'est arrivé sous les yeux qui était celui de vraiment la collaboration, la relation entre le professionnel de la santé, ergothérapeute, par exemple, ou d'autres professionnels, le parent et aussi l'enfant. Je me suis rendu compte que c'est une relation qui est vraiment complexe et plus je l'approfondis, plus je me rends compte qu'elle est complexe parce que autour de cette collaboration-là, ce sont toutes des personnes à part entière qui ont des buts, des objectifs,
des attentes, une personnalité qui sont différentes. Alors, cette relation qui est multidirectionnelle est assez complexe et il y a son lot de défis aussi. Alors, j'avais envie de réfléchir à des solutions, de comment qu'on pourrait bien travailler tout le monde ensemble. Et vis-à-vis de cette quête de recherche de solutions, ben là, je me suis tournée vers la recherche et j'ai dû trouver, ben, ça va être quoi mon point initial pour trouver des solutions? Et le point initial pour moi, ça a été je pense que ça va être de voir c'est quoi l'expérience de chacun, des professionnels, des parents et des enfants. Eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette collaboration-là? Donc, j'ai été fouiller dans les études scientifiques. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de données sur les parents, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, les professionnels, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais au moment d'aller voir les enfants, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette relation-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas d'études vraiment qui avaient été menées, quelques-unes avec des adolescents, mais en fait, pas d'études qui avaient été menées avec des enfants. Donc là, c'est là que ma quête a pris une autre tangente, si je peux dire. Je me suis dit, ben là, moi, je pense que mon travail, ça va être d'aller voir les enfants eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette relation, de cette collaboration dans leur expérience de soins. Ça m'a ouvert une porte parce que je me suis rendu compte que dans la recherche plus largement, on n'allait pas beaucoup demander l'avis des enfants, entre autres, encore plus les enfants qui vivent des situations d'handicap, entre autres les enfants qui ont des difficultés à communiquer. On n'allait pas beaucoup leur donner la voix, leur donner parole. Alors, c'est un peu la mission que je me suis donnée là, dans ma recherche. Et vous faites ça à travers d'un balado, c'est que vous cherchez à travailler avec les parents pour passer ou pour rendre les connaissances sur le handicap plus accessibles dans le but de sensibiliser le public et même, je dirais aussi, les autorités. C'est très important. Est-ce que vous avez créé, ça veut dire, ce balado pour créer un mouvement avec surtout les parents parce qu'ils sont les porte-parole de ces enfants? Oui, en fait, c'est exactement ça. Je me suis rendu compte que dans la recherche, en commençant à baigner dans cet univers-là, souvent les données de la recherche, les connaissances qui étaient développées, entre autres, qui pourraient intéresser les familles, ben, restaient souvent entre les mains des chercheurs et chercheuses. Souvent, ben, les chercheurs vont faire des conférences et qui assistent, ben, ce sont d'autres chercheurs, vont publier des papiers et qui a accès à ces papiers-là qui sont souvent payants, ben, ce sont les chercheurs. Donc, je me suis rendu compte que les connaissances restaient souvent entre leurs mains et de l'autre côté, les familles aussi, les parents font des témoignages, mais souvent au sein de leur communauté. Donc, j'ai eu envie de venir créer un pont entre ces deux univers-là. Donc, créer un espèce un espace de dialogue, en fait, entre ces deux univers. Je pense que d'une part, oui, les parents peuvent bénéficier de tous les nouveaux projets de recherche, les nouvelles connaissances, technologies qui se développent, mais à l'inverse aussi, je pense que les chercheurs, les chercheuses ont tout à gagner à aller s'intéresser au vécu des parents, au vécu, tu sais, le vécu de la vraie vie. Je pense que c'est vraiment important que les chercheurs et les chercheuses soient sensibilisés à leurs besoins sur le terrain. C'est quoi qui est important pour les familles. Mm. Excellent. Je veux passer maintenant à Madame El Mayati. Vous êtes une femme professionnelle, directrice générale de l'association d'épilepsie. Le destin a mis sur votre chemin votre fils Ayman, que vous adorez, vivant lui aussi avec la paralysie cérébrale. Voulez-vous nous parler de ce premier contact avec le handicap de votre fils et quelle a été votre première réaction? Juste pour mettre en contexte, merci Monsieur Coury. J'ai beaucoup apprécié l'analyse qu'a faite Madame Gagné-Trudel parce qu'effectivement, moi, je vais vous dire, mon fils a eu 18 ans cette année. Donc, étant enfant, j'ai traversé tous les problèmes, que ce soit bureaucratique, que ce soit au niveau médical, que ce soit la cohésion, effectivement, la communication entre les différents intervenants. Donc ça, je l'ai vécu. Mon fils a commencé à avoir des problèmes très, très bébé, mais le diagnostic n'a pu être posé que vers l'âge de 3 ans et ce n'était pas un diagnostic fixe. Donc, on était dans l'inconnu. C'est sûr qu'avec le temps, avec le recul, il y a eu une période de deuil à faire. Comme nous, son papa et moi, on était ensemble, mais chacun vivait son deuil de son côté. C'était comme un sujet qu'on n'abordait pas de peur de faire face à la réalité, mais ça, je vous dis, c'est les 2 premières années.
Bien sûr, j'étais au début de ma carrière, si on veut, et tout ce que je vais vous dire là, il n'y a aucun regret de ce que j'ai fait. Mais on n'a pas le choix de devoir concilier entre la vie de famille. Donc, je travaillais à la banque, j'ai fait le choix de partir à mon compte, travailleur autonome, pour avoir la flexibilité du temps. Parce que des fois, il était hospitalisé, et je voulais être présente pour mon fils, je ne peux pas le laisser, ça passait avant toute chose. Donc, il y a eu beaucoup de défis à devoir relever. Et on a appris à vivre avec ça. Et il nous a fait découvrir que chaque étape, chaque évolution, c'est tout un défi, c'est un exploit pour nous. On rayonne quand on le voit passer d'une étape à l'autre. Et j'ai vécu des périodes aussi difficiles où, par exemple, j'ai dû l'emmener faire la visite pour les yeux et la personne n'a pas voulu nous servir en disant de peur que, parce qu'il s'agitait beaucoup, de peur qu'elle la morde. Ah, Ah oui, moi j'avais même été faire une plainte aux droits de la personne parce que c'était, bon, en tout cas, c'est quand même loin, donc je suis capable d'en parler maintenant. Mais je vous dis, c'est des défis au quotidien. Il y a de faire face à la situation, de vivre avec la situation et le regard des autres. Ça aussi, c'est un défi parce que personne ne réalise la bataille qu'on mène pendant tout le cheminement et que notre seul souci, c'est le bien-être de cette personne-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous vouliez que je parle d'autre chose, de dire, allez-y, allez-y, continuez. donc non, on a appris à vivre avec, son handicap. On a appris à découvrir que lui aussi pouvait avoir une vie décente avec des activités comme, parce qu'il a une sœur plus âgée et un frère plus jeune. Donc c'est sûr que je voulais pas qu'eux puissent avoir des activités, une vie normale et tout et lui soit comme en reclus, donc on a découvert le basket en fauteuil roulant, on a découvert, l'équitation thérapeutique qui a été un miracle pour moi, une On va découverte. arriver à ça, Oui. mais je vous remercie beaucoup d'avoir donné cette opportunité. On va ouvrir cette émission en un débat entre nous. Merci beaucoup, Madame Ilmayati. C'est ça ce que je voulais vous dire au début. On va vivre tout ça ensemble et c'est ça le fond du sujet de notre émission aujourd'hui. Merci. Ça, c'est très important. On va parler de tout ce qui se passe entre vous et nous et on va aller de l'avant. Maintenant, je vais aller voir Madame Cathy, visiter Madame Cathy aussi. Vous êtes la maman de Mieli, votre fille vivant avec la paralysie cérébrale aussi. Elle vous fait rire aux larmes et pleurer aussi. Cet amour envers votre fille qui vous accompagne depuis les 14-15 dernières années est inconditionnel et ce, malgré vos moments de bonheur et de souffrance aussi. Comment vous réussissez à conjuguer cette particularité entre votre travail professionnel à titre de travailleuse sociale, maman monoparentale d'un enfant handicapé et vie personnelle? On vous écoute. On vous entend pas. On vous entend pas. D'accord, excusez-moi, j'avais oublié mon micro. Donc, si vous me permettez, dans un premier temps, M. Khoury, le discours de Mme El Mayati, c'est wow! Je me sens vraiment interpellée dans son discours. Et les mamans qui sont là présentement, tout comme tous les mamans, les parents qui traversent ça, j'ai envie d'envoyer un gros cœur ce matin. Vraiment, même si je ne vous connais pas, on a tous quelque chose en commun et merci de nous donner cette tribune-là, M. Khoury, parce que ce n'est pas toujours évident. Vraiment pas toujours évident. Alors moi, mon histoire, mon Dieu, je vais vous résumer parce qu'il y a beaucoup de choses. Mieli a été diagnostiquée à 6 mois. On a eu beaucoup de suivi, ergo, physio, technique Padovan, MEDEC. Moi, j'ai été vraiment chercher tout ce qui était en mon pouvoir pour pouvoir aider ma fille à s'épanouir et à devenir de plus en plus autonome. Maintenant, ma fille, elle a 16 ans. Mon Dieu, par quoi commencer? À partir du 6 mois, quadri par ici avec une hypotonie sévère. Quand je vous dis sévère, c'est vraiment sévère. C'est ça qui m'a poussée à aller consulter
parce que Mieli, elle était de la Guinée. Elle avait 2 ans. Elle était encore dans sa coquille de transport là, de carrosse, là, si vous me permettez. Donc, c'est ça. Donc, on a commencé à aller travailler au niveau de l'hypotonie. Mieli, elle avait aussi des problèmes avec ses yeux. Elle avait du strabisme. Au fait, mon Dieu, elle a eu des problèmes très, très tôt. Là, à 20 jours de naissance, on est monté d'urgence à l'hôpital. On est resté là 15 jours. Problème au niveau déficience, au niveau de tout le système urinaire. Donc, il a fallu les 6 premiers mois de sa vie qu'on fasse des cathéters. Donc, il fallait prendre le poids de la couche. Il fallait aussi prendre le poids de l'urine qu'on sortait pour s'assurer que tout ce qui ressortait était normal au niveau des liquides. Donc, Mieli n'était pas capable d'uriner par elle-même. Ça a commencé par de multitudes d'infections urinaires à n'en plus finir. Tout ça, finalement, pour se faire dire que, bon, Mieli ne pourra jamais uriner normalement comme tout le monde. Donc, après 6 mois, bien, à 6 mois, on est passé par l'opération d'une vésicostomie parce qu'au niveau des cathéters, ça devenait de plus en plus difficile. Quand on parle des services, quand on parle de la compréhension du vécu des familles, bien, moi, je me suis fait dire par mon CLSC qu'on ne pouvait plus venir m'aider. C'était une infirmière qui venait m'aider. Le temps qui, à ce moment-là, mon conjoint allait travailler. Bien sûr, j'étais en arrêt de travail, en congé de maternité, mais après ça, ça s'est perduré en arrêt de travail. Suite à tous les nombreux rendez-vous, là, on avait 21 spécialistes en totalité qu'on devait rencontrer. Donc, on avait 4 à 5 rendez-vous par semaine. Ça ne l'arrêtait pas. Mon conjoint travaillait. Il fallait bien souvenir aussi bon, la maison, les paiements et tout ça. Donc, c'était une dure réalité. Par la suite, ben, c'était l'opération au niveau de ses reins par rapport à ses pierres, nombreuses pierres, qui encore aujourd'hui font encore des pierres au niveau de ses reins, et la gastrostomie qui lui permet de recevoir de l'eau à toutes les nuits pour pouvoir nettoyer ses reins, qui est un médicament naturel, sans compter tous les médicaments qu'elle a pris. On a su, bon, elle a 16 ans, on a su à l'âge de 14 ans plus précisément, avec de multitudes de prises de sang et de recherches aux États-Unis, etc. Le syndrome, au fait, c'est la génétique EBF3 qui est venu dans le fond nous expliquer la situation de Mieli. Le EBF3, au fait, c'est ce qui expliquait son strabisme, ce qui expliquait ses problèmes urinaires, ce qui expliquait les troubles de comportement qu'elle en a encore aujourd'hui, bien qu'elle est médicamentée, mais là, on est dans l'adolescence, dans le tapis. Donc, la non-expression aussi, là, elle est non-verbale. Par contre, elle est quand même capable de se faire comprendre. Elle est capable de dire des mots. Elle a sa tablette de communication qui est vraiment extraordinaire. On la pousse beaucoup à essayer de parler, de dire ces choses. Mon Dieu, tout se mélange dans ma tête. On dirait que j'en ai comme trop à dire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, c'est ça. Donc, quand vous parlez, Madame El Mayati, qu'un professionnel ne voulait pas prendre votre enfant en consultation parce qu'on avait peur de se faire mordre, bien, moi, justement, hier, j'ai vécu un épisode avec ma fille dont elle m'a mordu pour simplement une émotion qu'elle a vécue que je suis de plus en plus capable d'expliquer le pourquoi de ces réactions. Mais pour le commun des mortels autour de nous, quand on sort, qu'on fait des activités, qu'elle tire les cheveux d'une personne, qu'elle tire son chandail, qu'elle cherche à tenir trop fort le bras, c'est de l'émotivité, le pur et simple. C'est la gestion au niveau des émotions qui est très, très, très difficile. Donc, ce qu'on appelle la régulation de ces émotions, qui faisait aussi partie du EBF3. Le non-verbal qui fait aussi partie du EBF3. Le BF3, ça fait partie de la catégorie des paralyses cérébrales. À l'époque, quand il y avait quelque chose qui ressemblait à ça, c'est paralysie cérébrale, on commence à avoir un peu plus de familles naissantes là, au niveau des sortes de paralysie cérébrale. Donc, c'est sûr que le BF3, elle va l'avoir toute sa vie. Le BF3, c'est génétique. Donc, c'est moi qui est porteuse du EBF3, de ce qu'on a su au travers des prises de sang.
mais qui n'a pas été développé. C'est simplement, c'est génétique, c'est arrivé comme ça, tout simplement au niveau de l'embryon, et ça s'est formé comme ça. Donc, c'est sûr que Mieli, ben, c'est clair qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant, mais même si elle était d'une autonomie quand même exemplaire au niveau de sa paralysie cérébrale, elle ne pourrait pas avoir d'enfant, étant donné qu'elle pourrait donner, ben, qu'elle va donner à 100% sa génétique de BF3. Ben, merci beaucoup avec cette présentation détaillée, mais vous allez avoir pas mal le temps. Prenez le temps actuellement et on va définir tous les sujets et voir de trouver un consensus ensemble à la fin de cette émission. Maintenant, je vais aller voir chez Madame Garcia, cette maman, la maman de Margot, qui vit avec la paralysie cérébrale aussi, et que vous assumez, Madame Garcia, la double responsabilité envers votre fille suite au décès de votre mari. On sait très bien, vous n'avez pas des lignes rouges devant vous. Vous êtes même quasiment l'aidante naturelle de Margot. On a vu, on a entendu parler des résultats qui sont déjà connus pour votre fille avec la Boccia. Maintenant, je voudrais savoir, premièrement, votre réaction, et ça c'est très important de le savoir, à quel mois ou en combien de mois après la naissance vous avez eu connaissance de ce handicap qu'est la paralysie cérébrale et quelle a été aussi votre réaction envers ce handicap? On vous écoute. Oui, bah, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis là. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Il y a eu comme une sorte de coupure. Donc, je disais merci pour cette invitation. Je suis très touchée par les histoires qui ont été partagées jusqu'à maintenant. Ma réalité, c'est que donc, je suis maman de 3 filles, Margot et des jumelles. Donc, les jumelles, elles ont 25 ans. Tout allait bien pendant la grossesse et quelques heures auparavant, leur naissance, on était à l'hôpital, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et césarienne d'urgence, ce qui fait que donc on a failli perdre les deux parce qu'il y a eu une transfusion sanguine entre jumelles et jumelles. Juste avant la naissance, ça fait que Margot a manqué d'oxygène. Les deux, elles ont passé quelques semaines. Margot, elle a passé 6 semaines et sa jumelle 1 mois à l'hôpital. Donc, c'était une épreuve très dure, mais on est resté toujours très positif. Donc, on rentre à la maison, on essayait d'avoir une vie normale. On a fait ce qu'il fallait faire. On avait déjà été parents auparavant. Et donc, on commence à profiter de ça, des moments en famille, leur éducation. Mais on voyait qu'il y avait quand même une différence entre le développement de Margot et sa sœur jumelle. Donc, bien évidemment, à un moment donné, on va voir notre pédiatre. On commence à faire des examens, ce qui fait que le diagnostic tombe. Il y a une lésion donc, dans la tête de Margot, donc paralysie cérébrale, ce qui fait qu'elle avait, c'était au 8e mois, je pense. Bien évidemment, la vie a changé pour toute la famille, mais ça ne nous a pas découragés. Au contraire, avec l'expérience et le temps, j'ai appris que dans le système médical, enfin tous les médecins, les spécialistes, c'est de ne pas nous donner trop d'espoir. Je ne sais pas si le font pour se protéger ou si c'est juste une question parce qu'ils n'ont pas les réponses. Mais en tout cas, on n'a jamais croisé les bras. On a toujours poussé Margot tout ce qu'on pouvait pour l'exposer à toutes sortes d'activités, natation, équitation. Et ça fait que je pense qu'on ne s'est pas trompé parce que les résultats sont là. Au début, on nous avait dit qu'elle n'allait pas pouvoir marcher, s'asseoir, parler et qu'en fait, elle allait être une sorte de légume.
Bah, je suis très fière d'avoir un légume qui parle quand même 3 langues, français, espagnol, anglais, qui est une athlète qui pratique le boccia. Et elle a été invitée l'année dernière pour faire partie de l'équipe de Québec. On a pensé que c'était un peu trop tôt. Donc, elle ou on s'entraîne 2 fois par semaine. Donc, Margot est allée très, très loin. Et on ne va pas creuser les bras. Et je pense que c'est important de faire confiance. Parce que ce que j'ai appris avec Margot, je pensais que j'allais lui apprendre pas mal de choses. En fait, c'est elle qui m'apprend des choses, ou qui nous apprend des choses à toute la famille, à mes autres filles, enfin à toute la famille. Et de mon côté, je vais continuer à tout faire pour qu'elle soit indépendante. Il ne faut pas se décourager parce qu'en même temps, quand on leur fait confiance, quand elles savent que ces personnes, quand elles savent qu'on croit à elles, c'est là où il y a quelque chose comme il y a un déclic. Et, elles font encore plus d'efforts. Elles ont la responsabilité envers les autres, surtout. Ben oui, c'est ça. C'est pas évident d'apprendre avec un handicap, mais oui, on peut le faire. Et voilà, c'est ça. Donc ça, c'est mon histoire avec Margot, qui en fait, on continue à marcher ensemble. C'est vrai qu'il n'y a plus papa. Mais elles ont eu la chance d'avoir vécu des années très très belles avec son papa. Et malheureusement, il n'est plus là. Mais en tout cas, donc, Margot on continue à marcher ensemble et à prendre l'une de l'autre. En fait, c'est ça. Il ne faut pas se décourager. C'est exactement ça. Maintenant, on va aller voir Madame Doumbouya. Vous êtes professionnelle à temps plein et vous avez à côté de vous quotidiennement votre fils Mamadou, vivant avec la paralysie cérébrale. J'aimerais connaître de votre part, c'est une question très spéciale, la réaction de vos enfants envers Mamadou. Vous vous sentez vraiment épaulé surtout par vos enfants et vous ressentez sans doute cet amour envers leurs frères. Quelle est la réaction de Mamadou envers eux, à savoir s'il est conscient de son handicap? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'opportunité pour pouvoir rencontrer de belles personnes qui ont des vécus inspirants. Pour ma part, Mamadou, il est tout jeune par rapport aux autres mamans qui ont parlé tantôt. Il n'a que 4 ans pour l'instant. Il va avoir 5 ans au mois de mai. Oui, Mamadou a 3 grandes sœurs, une qui a 10 ans, une qui a 8 ans et une qui a 5 ans. Donc, il est bien entouré. Est-ce que Mamadou se rend compte de l'amour que ses sœurs ont envers lui? Je pense que oui. C'est un peu difficile de l'exprimer peut-être pour lui parce que oui, Mamadou a la paralysie cérébrale. J'ai demandé récemment à faire aussi une évaluation par rapport au TSA et on a reçu aussi le diagnostic très récemment que oui, il y a de la déficience intellectuelle sévère, il y a un TSA aussi sévère. Donc, c'est un peu difficile de savoir exactement ce que Mamadou pense, ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas, parce qu'il est non-verbal. Mais on sent en lui de l'affection par rapport à ses sœurs, surtout une en particulier. Il a ma deuxième fille qui est très, très attachée à lui, qui joue beaucoup avec lui, qui lui donne à manger, qui est toujours là. Elle est toujours là. Malgré qu'il est non-verbal, des fois, il sort des sons, puis on a vraiment l'impression que c'est celle-là qui l'appelle. Mes 2 autres filles, bon, elles ont d'autres personnalités. La première, elle est très individualiste, donc elle ne prend pas beaucoup de temps avec son frère. Carrément, on la pousse un peu là, à s'occuper un peu de lui, mais
elle n'est pas très, très collée à lui, disons. C'est plus la deuxième qui fait l'office de deuxième maman pour lui. Donc, je crois qu'il le sent. Et lui aussi, quand elles sont là, les trois, il s'avance vers celle qui est toujours là pour lui. Donc, en termes de relation, je crois qu'il comprend qui m'aime le plus ou qui s'occupe plus de moi que les autres. Donc, c'est ça, en gros, la situation avec Mamadou. Écoutez, je vous regarde, je suis touché par vos réactions et je vois des larmes. Vous êtes rentré dans le fond de mes émotions maintenant. On va continuer cette émission sur une autre base. On va aller dans un débat. On va vous écouter. Premièrement, je vais demander à notre invitée, Madame Gagné-Trudel, de nous résumer ce qu'elle a entendu et en bas, aller directement dans le fond, dans tous les sujets, dans vos sujets. C'est votre journée. Ça vous appartient, cette émission-là. On va vous écouter avec vos émotions, avec votre raison aussi, chacune. Donc, c'est pour cela, on vous écoute, Madame Gagné-Trudel. Bien, moi, j'aimerais tout d'abord souligner la générosité, je pense, de chaque invité dans leur témoignage, le courage aussi, je dois le mentionner, de parler de sujets difficiles, parfois des sujets qui sont même tabous, qu'on n'entend pas beaucoup parler dans les différents de la sphère publique. Alors, je tiens à le souligner. Et actuellement, avec votre travail, c'est sûr, je pense, ce sont des candidats recherchés pour compléter votre recherche et des personnes comme ça qui ont le cœur ouvert pour exprimer leurs sentiments et leurs émotions et leurs raisons aussi. Ils parlent en connaissance de la situation chacune et ce que je trouve extraordinaire, ça va nous ouvrir les portes sur différentes questions qui vont suivre, mais j'apprécierais beaucoup si quelqu'un, comme elle a dit tout à l'heure, Madame Ilmayati, elle a posé la question sur les choses pour répondre à ce que vous aviez parlé. On veut partager ce dialogue entre nous aujourd'hui pour connaître vraiment ce qui se passe et quels seront les résultats ou les décisions à prendre ultérieurement. Si je prends par exemple, je vais aller directement avec Madame Ilmayati, on va récupérer ses émotions, on va aller un petit peu dans une situation complètement différente. On sait très bien qu'Ayman, dans le temps, avait de la difficulté à s'approcher auprès des animaux et surtout un cheval. Et vous avez réussi, avec votre ténacité, avec votre façon de faire avec votre enfant, que Ayman est devenu en adoration avec le cheval et il commence à faire de l'équitation pour les personnes handicapées. Voulez-vous nous parler un petit peu de cette expérience? On vous écoute. Oui, bien sûr. On m'avait souvent parlé de l'équitation parce que j'ai des membres de la famille qui ont évolué dans ce milieu, mais pas d'ici, à mon pays d'origine, qui est le Maroc. Et donc, à un moment, je me suis dit, ben, on va essayer. Et c'est grâce à une amie qui m'a trouvé cette personne-là, que vous connaissez, Monsieur Khoury, qui est... Ah, c'est le miracle que j'ai rencontré sur ma route, parce qu'elle avait une patience, elle a un don. Parce que en passant, Madame Aïssatou, juste pour vous dire, mon fils aussi a de la déficience intellectuelle. Et moi aussi, il m'avait dit que c'était sévère, mais je me suis battue. Et là, maintenant, il est en classe DIM, modérée, et il a même eu un prix de persévérance. Donc, ne lâchez pas. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, sérieusement. Allez-y avec votre cœur et donnez la chance à votre enfant d'évoluer. Donc ça, je vous dis, parce que je l'ai vécu, je sais ce que vous ressentez. C'est exactement à l'âge de 5 ans qu'on fait les évaluations et qu'on découvre ce genre de situation. Donc, c'est juste petite parenthèse. Et donc, quand il a découvert l'équitation, oui, au début, c'était un peu, il était sur ses gardes. Mais ce qu'elle a fait avec lui, c'est qu'il n'est pas monté directement sur le cheval. Il fallait qu'il fasse connaissance avec le cheval. Mais après, je vous assure, c'est magistral. Le voir comment il est en symbiose avec le cheval alors qu'il sursautait. Si un chien passait devant vous, devant lui, il sursautait.
Et ça a apporté beaucoup. Il était épanoui, il était zen quand il est sur le cheval. Donc, je pense que c'est ça que vous vouliez que je partage, docteur Coury? Exactement ça. Donc, je trouve qu'on le sait très bien que l'équitation est un élément important pour les personnes vivant avec l'appareil cérébral. Il y a aussi la boccia. La boccia, c'est le sport maintenant paralympique pour les personnes surtout vivant avec la paralysie cérébrale. Et même, j'ai eu le privilège de participer une fois à une rencontre dont Margot était présente avec sa maman. Et j'ai eu aussi ce privilège de jouer avec les champions qui ont été au Japon paralympique, mais j'avais appris une leçon incroyable. Et c'est une leçon de sagesse. J'avais demandé, est-ce que je pourrais jouer une partie avec vous? Ça ressemble à la pétanque. Vous savez, en France, on joue à la pétanque. Et on m'a dit oui, certainement. Et moi, tout fier, je vais jouer avec les champions. J'avais pris la balle et je commençais. On m'a dit non, attendez, vous ne restez pas debout. Voici la chaise, vous allez vous asseoir comme les autres. Et c'était une leçon de vie pour moi. Vous savez, il nous manque toujours quelque chose dans la vie. On va continuer à apprendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de nos jours. Et j'ai eu ce privilège de jouer avec eux. C'est pour cela que je parle de la boccia. Comment elle a eu l'idée, Margot, Madame Garcia, d'aller dans ce domaine-là et d'exceller? Elle est rendue au quart de finale, je ne sais pas, dans les derniers championnats. C'était quoi le goût d'aller vers la boccia? Comment c'est En fait, comment il est oui, en fait, à l'âge de 21 ans, comme probablement le savez tous, on réduit les possibilités pour des études ou des activités pour des gens avec la paralysie cérébrale. Donc, dans le cas de Margot, on commence à chercher des activités et on a trouvé un centre qui organise, qui propose à travers des activités à travers le sport ou l'art. Et c'est comme ça qu'on a découvert le boccia. Et Margot, en fait, elle m'a dit qu'elle avait déjà pratiqué il y a très longtemps quand elle était à l'école Mackay. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Margot, elle avait déjà été exposée à des différents sports. Il y a quelque chose qui s'appelle le défi sportif, je ne sais pas si vous le connaissez. En fait, ce sont des compétitions qui commencent à l'école, au niveau école, donc primaire. Et donc, il y a des courses, enfin, c'est pour des gens avec des besoins spéciaux. Et donc, on les prépare dans les écoles à pratiquer, que ce soit la natation, que ce soit la course, que ce soit en vélo, il y a le boccia aussi, ou bien les obstacles. Et elle avait déjà essayé il y a très longtemps, mais quand on a découvert cet organisme, donc on l'a essayé et c'était vraiment une très agréable surprise parce que, en effet, comme vous étiez en train de le dire, M. Coury, Margot s'entraîne avec les champions qui ne représentent pas seulement le Québec, mais au niveau international, c'est le Canada. Oui. Et donc, ce sont des gens c'est un peu comme la pétanque, donc c'est un jeu de balles, et c'est pour les gens qui sont en fauteuil, que ce soit motorisé ou manuel, mais il y a des gens qui ne parlent pas. Et donc, on a un peu de tout. Ce sont des gens avec la paralysie cérébrale, avec une maladie dégénérative, ou bien aussi des gens qui ont eu un accident de voiture et que leur vie a changé après ça, mais donc ça n'empêche pas de continuer. Et quand je dis que c'est toute une expérience, c'est parce que c'est dans un cadre très humain. Et ils essayent de se dépasser tous. Comme je disais, il y a des gens qui ne parlent pas, donc ils ont besoin d'un assistant. Et donc, ils ne parlent pas, mais l'assistant est capable de comprendre quelle balle, à quelle distance, parce que ça peut être lancé la balle avec une rampe, ça peut être poussé avec ce qu'on appelle une licorne. Donc, c'est comme un bâton qui est flexible. Et donc, ça ne les empêche pas de jouer, de pratiquer, de sortir, de socialiser, de s'intégrer dans la société. Et donc, Margot, elle fait partie des compétitions. Et, moi, je ne suis pas du tout sport, mais grâce à elle, là, je suis devenue assistante.
Ouais. Donc, elle a eu la dernière compétition, c'était il y a à peu près un mois. Donc, elle s'est rendue à quart de finale. On est très fiers d'elle. Le défi sportif, ça s'en vient. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment plein de leçons de vie pour tout le monde. Et je ne vais jamais oublier la course, par exemple, pour des gens aveugles, des enfants aveugles qui couraient pour essayer d'arriver le plus vite possible en prenant la main de quelqu'un ou s'attachant à une corde. Et bien sûr, la joie à la fin, quand on arrive, quand on a réussi. Donc, le défi sportif s'en vient. Et donc, c'est au niveau des écoles primaires, mais aussi il y a tout le volet international et c'est toute une expérience. On sort de là, on recharge les batteries, comme j'ai dit. On recharge les batteries et à nouveau, on continue à apprendre. Donc, oui, ça, c'est notre expérience à travers le boccia. Et bien, on continue plusieurs fois par semaine l'entraînement de 10h à 2h, 10h du matin, 2h de l'après-midi. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, c'est vrai qu'on vous a demandé de vous asseoir parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut être assis pour lancer les balles. Je vais maintenant aller vers Madame Gagné-Trudel. On va aller un petit peu dans le monde scientifique, mais légèrement dans le monde scientifique. Vous savez, il y a la physique qui joue au niveau de la partie cérébrale. On a essayé, même moi personnellement, avec des grands chercheurs d'ici et d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que cette cellule, elle est morte. La cellule, elle est morte à la naissance. Et on a essayé au niveau de la nanotechnologie de travailler avec la cellule vivante, suivant un implant qu'on installe au niveau de la tête à côté du cerveau pour diffuser un courant électrique et donner un pouvoir à cette cellule morte. Malheureusement, les deux chercheurs sont décédés. Vous êtes en train de chercher la connaissance expérimentale des parents pour les mélanger avec les connaissances scientifiques avec des chercheurs ou des chercheuses. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Comment vous allez jumeler le savoir, le vivant quotidien avec dans le domaine scientifique pour atteindre l'objectif? Quel objectif? En fait, je reprends une métaphore que c'est Peter Rissenbaum, c'est un pédiatre là, dans le Canada anglais. Et lui, il disait, ben, pour avoir une bibliothèque, c'est une métaphore qu'il disait bien complète, bien oui, ça prend des livres scientifiques, des livres théoriques, mais si on n'a pas de livres d'histoire, il nous manque une grosse partie de notre bibliothèque. Les livres Exact. d'histoire sont ceux qui, premièrement, qui viennent nous toucher, premièrement, et aussi ceux qui nous montrent la vraie vie. Alors, l'idée de ma recherche, c'est tout un nouveau courant de la recherche qui s'appelle un peu la recherche qu'on appelle participative ou collaborative. Donc, l'idée, c'est de faire la recherche, non pas par les chercheurs pour les familles, c'est de faire la recherche avec des familles. Donc, l'idée, c'est que les familles ne sont pas seulement des participants à la recherche, mais ils sont aussi des décideurs à la recherche. Donc, peuvent autant décider, bien, c'est quoi les questions de recherche qui vaudraient la peine qu'on aille explorer, comment qu'on devrait aller à la rencontre des enfants, comment qu'on devrait aller à la rencontre des parents pour que ce soit inclusif, éthique, approprié. Au moment de diffuser nos connaissances à la recherche, bien, justement, tantôt, je parlais des conférences qui sont seulement adressées aux chercheurs, mais comment qu'on va aller chercher, aller à la rencontre des familles pour que les résultats leur se rendent jusqu'à eux. Donc, l'idée, c'est tout un nouveau courant de la recherche que je tente que j'explore présentement, de faire la recherche avec les familles. Et c'est franchement, c'est enrichissant parce que ça donne tout un autre angle que nous, comme chercheurs, qu'on ne voit pas du tout, en fait. Donc, voilà l'idée de, oui, valoriser les savoirs scientifiques, les savoirs cliniques, mais les savoirs expérientiels de l'expérience, à mon avis, sont tout aussi importants que les autres. Et je crois que, justement, aujourd'hui, c'est une belle opportunité de mettre en valeur tous les apprentissages qu'on peut faire. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup, du moins, quand que je vous écoute. Alors, je pense que c'est une belle opportunité, entre autres, aujourd'hui, de valoriser ces savoirs expérientiels que seulement les personnes, les proches ou les personnes elles-mêmes peuvent témoigner. Vous savez, on va aller directement dans le même sujet, mais je vais demander à Mme Cathy pour répondre à cette question, toujours dans le droit. Vous savez, Madame Gagné-Trudel, vous cherchez à donner droit à ces enfants handicapés. On oublie toujours et souvent
le droit des parents aussi ayant un enfant handicapé. Ça, c'est un point extrêmement important. Vous ne pensez pas, Madame Cathy, qu'il serait temps au gouvernement d'agir différemment et de regarder attentivement la réalité des parents et surtout des mamans, je précise, et surtout des mamans vivant avec un enfant ou ayant un enfant 24 heures sur 24, d'avoir une certaine, un certain montant d'argent à la fin du mois pour lui donner le droit de vivre et de s'épanouir avec son enfant? On vous écoute, Madame Cathy. Écoutez, mon Dieu, j'aurais tellement de choses à dire à ce niveau-là. Moi, depuis la naissance de Mieli, je fais des levées de fonds à tous les années. La première année était pour avoir un véhicule adapté. La deuxième année était pour avoir une tente d'oxygénation. Excusez, je suis un peu émotive. Une tente d'oxygénothérapie à la maison qui coûte environ 18 à 20 000 $. C'est vraiment un véhicule que j'ai dans mon sous-sol. Donc, tu sais, il a vraiment fallu que je me remonte les manches encore aujourd'hui, à chaque mois de mai. Je fais une vente de garage à la maison pour être capable de payer le camp de jour de ma fille, pour être capable de payer si j'ai des spécialistes qui viendraient au privé ou peu importe, parce que là, elle a 16 ans aussi. C'est une grande fête, là, la vente de garage. J'ai des gens qui reviennent d'année en année. C'est très exposé, vous le savez. Vous êtes venu faire un petit tour l'été passé, d'ailleurs. Merci beaucoup. Oui. Ce que j'ai à dire, c'est qu'au niveau des parents, bon, moi, en ce moment, je suis en arrêt de travail. Je suis éducatrice spécialisée dans une école secondaire en troubles de comportement, dont j'adore mon métier. Et je suis de formation technicienne en travail social. Donc, des parents, j'en rencontre, j'entends, j'écoute, je ressens énormément. Et la vie a fait en sorte qu'à un moment donné, ben, après 15 ans de dur labeur, séparation avec le papa de ma fille, c'est pas parce qu'on vit des épreuves que d'autres épreuves ne peuvent pas arriver. C'est pas parce qu'on est en arrêt de travail que la vie est merveilleuse et qu'on se paye, qu'on se paye du bon temps à la maison. Il y a des gens encore, parce que la maladie mentale est toujours encore mal perçue dans notre société aujourd'hui, et je pense que le gouvernement n'en constate pas non plus. Quand on a mal à une jambe, quand on a mal au dos, quand on a mal à la tête, ça paraît. Oui. Quand on a mal à l'âme, quand on a mal à notre cœur de maman, quand on a tout donné, quand on n'a pas tout le pouvoir nécessaire, l'énergie pour continuer à avancer, c'est difficile. Quand on regarde au niveau des familles d'accueil, puis ça, je l'avais dit dans une autre émission avec vous, M. Coury, mais je tiens absolument à le nommer, à quel point il y a une incohérence et une frustration pour nous, les parents qui désengorgent le système. On s'entend-tu, là? On les garde à la maison, nos enfants, on s'en occupe. Et je ne juge aucunement les parents qui, à un moment donné, décident de placer leur enfant. On s'entend bien. Je n'ai aucun jugement. Par contre, quand on sait que dans une maison d'accueil, on reçoit de 30 à 45 000 par année pour prendre soin de ces enfants-là, et que nous, comme parents, on regarde ce qu'on reçoit par mois, bien sûr, on reçoit quelque chose pour les enfants handicapés. Et oui, on reçoit, mais c'est tellement minime à côté de ce que les familles d'accueil peuvent recevoir. Et entre vous et moi, l'énergie que nous, on met comme parents, comme aidants naturels, d'une part, on ne peut pas avoir une subvention pour parents naturels parce qu'en bas de 18 ans, on est considéré comme des parents. Donc, faites votre job de parent, puis on vous souhaite bonne chance, madame, messieurs. Donc, c'est moi, quand je regarde l'argent qu'on me donne versus toutes les énergies que je dois déployer pour faire de ma fille une meilleure personne plus tard parce qu'elle ne marche pas encore. Par contre, moi aussi, là, je me suis fait dire par un spécialiste, un neurologue, que pour ma fille, elle ne marcherait jamais dans sa vie et que finalement, aujourd'hui, elle est capable de marcher avec appui, avec une marchette, se déplace en chaise roulante. Donc, moi aussi, pour ma part, j'ai des beaux miracles par rapport à ma fille, mais sans nous, sans notre support, notre amour, notre vouloir les faire dépasser. J'écoute différentes histoires depuis tantôt. Je suis
wow, on devrait tous porter notre cape de super maman parce que vraiment, et on n'est franchement pas reconnu, et je le dis humblement, je ne dis pas parce qu'on a des enfants handicapés qu'on a plus une lourdeur. J'en vois des adolescents dans mon école où ils ont des familles dysfonctionnelles, que ça souffre comme de la misère, comme ça se peut même pas, mais c'est une toute autre réalité. J'ai des amis qui vivent des trucs avec leur adolescent que c'est vraiment pas évident. Mais comme on dit, la misère de un, ben, réduit pas la misère de l'autre. Donc, il faut arrêter de se comparer, mais il est grand temps que le gouvernement ajuste ses lunettes et même des jumelles. Si j'avais à shaker quelqu'un, je le ferais. Si je devais me présenter au nom de tous les parents d'enfants qui ont une paralysie cérébrale, je serais la première, je vous le dis, à aller cogner à cette porte-là pour dire, faire un gros réveillez-vous, là, faites quelque chose parce que ça ne va pas bien. Et les gens tombent de plus en plus. Et qui en écope? Nos enfants. Oui. Et Madame Doumbrouilla, j'aimerais bien écouter votre opinion là-dessus. On vous écoute. Mais je suis totalement d'accord avec Madame Cathy parce qu'effectivement, on vit déjà une souffrance émotionnelle face à l'impuissance qu'on a des fois par rapport à la situation que nos enfants vivent. Ouais. Donc, en plus de ça, on est obligé d'être stressé par rapport au côté financier aussi parce qu'il faut vivre. Il faut pouvoir payer son loyer, il faut pouvoir payer des activités pour l'enfant. Oui, effectivement, il y a des montants qui sont donnés autant au fédéral qu'au provincial. Mais comme elle le dit, c'est des montants qui sont minimes. C'est des tout petits montants. Moi, je ne me rappelle même pas. Je crois qu'au fédéral, moi, je reçois même pas 200 $ de plus pour mon garçon par mois. Wow. Pour l'allocation là, de tous mes enfants. Là, lui, le fait que lui, il est handicapé, je ne pense pas que j'ai 200 $ de plus pour lui. Bon. C'est vrai qu'il faut savoir aussi taper à toutes les portes. Par exemple, moi, j'ai fait 2 demandes, par exemple, au niveau du CLSC pour le service qu'ils appellent le service d'élimination pour les couches et puis les lingettes. J'ai été refusée 2 fois parce qu'ils prenaient pour acquis que l'enfant n'avait pas plus de 4 ans. Donc, on ne pouvait pas considérer que le fait qu'il n'est pas capable tout seul d'être propre, ça n'a rien à voir avec sa condition de maladie. Bon, donc j'ai dû me battre. Ça c'est maintenant, là, c'est tout récent, là, en février, qu'ils ont présentement accordé des couches pour mon garçon et puis des lingettes, ben, à hauteur de 3 couches par jour. Donc, ça veut dire que si l'enfant utilise plus que 3 couches par jour, le reste, c'est à la famille de s'en occuper. Bon, ça, c'est entre autres. Autre chose, ben, il faut se battre aussi pour obtenir des sous pour le répit éventuellement. Oui. Moi, mon fils, il faut le surveiller 24/24 parce que ben, il n'a pas conscience de grand-chose. Donc, il monte sur les tables, il monte sur les chaises, il essaie d'enlever la télé, il essaie de casser tout ce qui bouge. Le sommeil la nuit est difficile parce qu'il est extrêmement stimulé avec tout type de lumière, même si c'est un petit point de lueur quelque part, il essaie de regarder à travers la fenêtre. Donc, c'est un défi au quotidien et effectivement, le côté financier pèse lourd. Donc, il y a ce côté qui pèse lourd. Il y a d'autres situations, comme elle le dit, ce n'est pas parce qu'on a une problématique que les autres problématiques vont s'arrêter. Il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes de culture. Par exemple, chez nous, moi, je suis africaine. À la base, dans notre culture, le poids est pas mal endossé par la femme. Les hommes, oui, ils sont là, mais des fois, ils ne sont pas là en même temps. Donc, la femme subit beaucoup de choses. Et quand on a d'autres enfants aussi, ben, il faut savoir partager son temps entre un enfant qui a besoin de nous 24 heures sur 24 et les autres enfants qui vont à l'école, pour qui il faut faire les devoirs, il faut faire les lunchs, il faut s'en occuper, il faut s'occuper des vêtements, il faut faire de la nourriture pour toute la famille. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées les uns dans les autres. Il faut pouvoir
couper son temps en plusieurs morceaux pour pouvoir combler toutes ces responsabilités-là. Donc, oui, on a besoin d'aide. C'est sûr qu'on ne va jamais arrêter de le dire. On a besoin d'aide à tous les niveaux, au niveau des services, au niveau des diagnostics. Moi, mon fils avait son problème. On l'a su après 3 ans pour dire que c'était un AVC prénatal. Donc, il y a eu des requêtes qui ont été envoyées dans des hôpitaux qui sont restés 7 à 8 mois sans appel. J'ai été obligée d'aller dans une urgence, faire tout un scandale pour qu'en une journée, je puisse avoir toutes les réponses que je devais. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. On a besoin d'être aidés. Les parents, oui, les enfants ont des droits, mais nous sommes les porte-parole à date, surtout pour des enfants qui sont non-verbaux. On est là, on est les pieds, les yeux, les mains de ces enfants-là. Donc, on a besoin d'aide. C'est sûr qu'il ne faut pas arrêter là de pousser pour demander de l'aide. Et nous, dans notre culture, par exemple, la dernière fois que j'ai pu parler avec la neuropsychologue de mon fils qui m'a annoncé qu'il était SA sévère, qu'il est déficient intellectuel sévère, tout est sévère, ben, j'ai craqué parce que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver dans le futur pour mon fils? Mais en même temps, elle m'expliquait, oh, vous savez, il y a des centres à partir de 21 ans, il ne pourra pas aller à l'école s'il continue comme ça. Finalement, il y a des centres où on peut garder l'enfant. Je lui ai dit, mais madame, nous, ça ne fait pas partie de notre culture, ça. Nous, notre culture, on garde nos enfants jusqu'à la fin de nos vies, là, quand il faut. Donc, c'est tout ça qu'on vit. Et il faut vivre avec ça. Il faut essayer de se prolonger dans le futur. Est-ce que je vais avoir est-ce que je vais avoir la vie pour pouvoir m'en occuper? Quand je vais mourir, qui va s'en occuper? Donc, c'est ce genre on passe toutes ces journées à réfléchir à ça. Est-ce que ses sœurs vont pouvoir s'en occuper? Est-ce que nous-mêmes, on va être assez là pour eux? C'est beaucoup de choses qui passent par la tête. On essaie d'épargner, on essaie de mettre de côté. Moi, j'ai mis un régime d'épargne invalidité pour mon fils. J'ai commencé à cotiser dans ça. Je cotise aussi dans un régime d'épargne études. Puis quelqu'un vient me dire, oh, je ne pense pas qu'il va aller finalement à l'école. Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? C'est des choses qui se bousculent dans la tête. Et la seule chose qui peut nous aider, c'est d'être positif, de croire en Dieu et puis de se souhaiter du positif autant pour nous que nos enfants pour pouvoir avancer. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais c'est extraordinaire comme sujet bien détaillé et bien répondu par vous toutes, à tout point de vue. Maintenant, je vais aller un petit peu dans le droit chemin pour retourner à ce sujet, le droit des personnes handicapées ou des enfants handicapés. Avez-vous, et je m'adresse à vous toutes, avez-vous un message inspirant et encourageant au gouvernement pour faire progresser les mesures de sensibilisation et surtout de l'inclusion au niveau de la population envers les personnes handicapées? Ça, c'est très important. C'est beau de dire nous sommes dans une société civilisée, mais il y a encore une faille entre la société valide et la société handicapée. Et nous cherchons à inclure ce qu'on appelle l'inclusion totale, suivant la Charte universelle des droits des Nations unies. Nous sommes tous nés égaux. Qu'en pensez-vous? Quel message vous aurez envoyé aujourd'hui? Je commence avec Mme Ilmayati auprès du gouvernement pour confirmer cette particularité de l'inclusion auprès de la population. On vous écoute. Je vais soulever 2 points. Premièrement, je veux rejoindre le point de Cathy. Vous le savez, j'avais déjà écrit une lettre ouverte par rapport à nous donner le droit de pouvoir élever décemment nos enfants chez nous et non pas de nous donner le choix. Placez-les si vous voulez qu'ils aient plus de qualité de vie. C'est impensable. Ça, c'est déjà nous faire un deuxième deuil dans sa vie, sincèrement. Donc moi, c'est sûr, Cathy, moi, je suis la première à te dire que je t'accompagne et je milite dans ce sens-là. Il n'y a pas un endroit où je ne l'ai pas écrit. Surtout qu'ayant travaillé à la banque, je vois tout ce que reçoivent comme argent
les familles d'accueil. Donc, pour faire un point, la deuxième des choses, c'est que c'est déjà très difficile tout ce qu'on a à vivre avec nos enfants. Et on tombe entre deux chaises, vous le savez, quand ils passent à l'âge adulte. À 18 ans, on perd tout. Là, comme actuellement, Ayman n'a aucun service médical. Zéro. Parce qu'il a fini de la pédiatrie, l'hôpital pour enfants. Il doit aller, mais il est en attente d'avoir quelqu'un qui le prenne en charge à l'hôpital pour adultes. Ce que ça veut dire, si j'ai une complication, je dois me rendre aux urgences. Vous imaginez dans leur situation à eux. Donc, il y a ça. Moi, ce que je veux, c'est que le gouvernement doit prendre conscience que c'est des personnes à part entière, sinon à part et demie, compte tenu de leur handicap. Souvent, ils nous font sentir que c'est un fardeau pour la société. Mais excusez-moi, moi, l'école de mon fils, quand ils sont venus se plaindre à chaque fois, et ils ne savent pas que je sais combien ils reçoivent. Les garderies, les écoles sont contents d'avoir ce genre de clientèle-là, parce qu'ils reçoivent beaucoup de moyens. Ça leur permet de régler plusieurs autres choses. Donc moi, je me dis, en contrepartie, au moins valoriser ces personnes-là. Donc, c'est ce que je voulais partager. Très bien. Maintenant, Madame Cathy, parlez-nous un petit peu quel message vous aurez envoyé auprès des autorités pour assurer vraiment cette inclusion auprès de la population, que la population soit consciente qu'il y a une personne handicapée égale à elle-même. Je m'excuse, le téléphone sonne. Je pense avoir coupé le son, mais ce ne sera pas long, ça va s'arrêter. Mon Dieu, écoutez, c'est sûr que face à toutes ces tsunamis d'émotions-là qui nous envahissent, qu'est-ce qu'on peut demander de plus au niveau de l'inclusion? J'aurais envie de demander, peu importe quel enfant qu'on a, quel adolescent qu'on a, simplement, avant de parler, juste de réfléchir, juste le fait de se mettre à la place de l'autre. Et là, je ne parle pas juste parents d'enfants handicapés. Je trouve que notre société, elle est rendue tellement individualiste et je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que depuis la COVID, ça s'est comme empiré. On a tellement appris à vivre juste avec nous-mêmes que là, les gens, au lieu de donner la main à son voisin, on va porter jugement, on va regarder, on va porter des jugements. Un enfant qui pète une crise dans un magasin, regardons ça s'il est mal élevé. Ça se peut qu'il soit mal élevé, ça se peut. Mais ça se peut-tu aussi qu'il soit autiste? Ça se peut-tu que cet enfant-là vive d'autres trucs au niveau mental? Ça se peut-tu que ces parents-là qui ont de la misère à calmer l'enfant, qui sont au bout de leur rouleau, puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas la bonne technique d'intervention avec leur enfant? Ça se peut-tu, ça? Donc, moi, ce qui vient énormément me chercher, je suis très réactionnaire aujourd'hui, là, très émotive, mais c'est-tu possible, Dieu du ciel? Oui, c'est une chaise roulante. Oui, c'est un enfant qui est non-verbal. Faites donc juste un petit sourire. Faites juste nous dire bonjour, bonne journée, avec de la compassion, puis passez votre chemin. Mais arrêtez de nous regarder comme si notre enfant était un extraterrestre, comme les émissions qu'on voit avec une personne qui a un gros bouton dans le visage, ou peu importe, comme je vous dis, le racisme, les positions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes tous des êtres humains, on est tous sur la planète Terre pour faire un job que l'univers, ou peu importe en quoi vous croyez, mais on n'est pas là pour ici. Pouvons-nous simplement, si on ne sait pas quoi dire, se regarder avec un visage attendri envers l'autre puis dire « je te comprends ». Et c'est pour ça que j'ai commencé tantôt avec mon gros cœur, parce qu'il en manque des cœurs. Il en manque de la compassion pour ce que l'autre peut vivre. Il en manque de la compréhension, cette sensibilisation-là. Non, c'est le jugement, c'est de cracher dans le visage de l'autre. On fait juste regarder sur les réseaux sociaux, c'est épouvantable. N'importe quoi pour que le monde commence à cracher dans la face du monde juste parce que j'ai une tasse à vendre avec un flamant rose dessus. Ben là, je me fais dire, coudonc, c'est quoi cette histoire-là de vendre une tasse avec un flamant rose? Puis là, ça part. Puis là, ça rigole de toi. C'est épouvantable. Donc, les réseaux sociaux aussi, on est rendu vers la critique négative tellement comme trop facile. Donc, l'inclusion, s'il vous plaît, on peut juste nous prendre comme on est. Puis si j'ai des choses
qui me dérange chez toi, je vais te le dire. Combien de parents qui sont venus me voir à ma levée de fonds puis qui prenaient la peine de me demander qu'est-ce qu'elle a, votre fille? Moi, j'ai un gros cartable avec toutes mes levées de fonds. Explications sur ses cours de chevaux, elle aussi, là, au niveau de l'approche des animaux, tout ça. Elle faisait de l'hypothérapie. J'avais des photos avec ma fille, avec son cheval, qu'elle faisait des colleux à n'en plus finir, qui coiffait la crinière de son cheval pour travailler sa dextérité. Des belles choses. Mais que les gens, quand ils viennent me voir, pour vous, madame, puis combien qui me pleurent dans les bras, mais attendez, il n'y a pas juste du mauvais, il y a tellement du beau que vous, monsieur, madame, tout le monde, ne vivez pas. Vous n'avez pas cette chance-là de vivre. Tantôt, je ne me rappelle pas qui a dit, on est émerveillé par juste les petits progrès. Je pense que c'est vous, madame El Mayati, je ne suis pas certaine, mais on est émerveillés, nous. Une première parole qui sort, on ne prend rien pour acquis. Donc, nous, moi, ma fille, elle m'a rendue meilleure, elle m'a tellement appris. Oui, j'y ai appris, mais l'inclusion fait partie aussi que ce n'est pas parce que tu es différent que tu ne peux pas m'apporter. Et tu serais surpris de voir à quel point que dans ta différence, oh mon Dieu, tu peux faire de moi une meilleure personne. Soyons ouverts. Excellent, mais quelles des réponses constructives et émotives et surtout transparentes et vivantes là. Écoutez, je veux terminer parce que le temps nous rattrape. J'aurais beaucoup aimé aller des heures et des heures avec vous, mais que voulez-vous? La vie, elle est faite comme ça et la technologie aussi. Maintenant, je veux terminer sur le plan du droit. Et je veux avoir le message de Madame Gagné-Trudel. Quel message avez-vous à envoyer au gouvernement, aux autorités, au niveau de l'inclusion? Parce que ça relève du droit. L'inclusion, c'est le respect de l'être humain. Il y a même un tribunal chez nous du droit de la personne. Donc, l'inclusion, c'est une partie intégrante dans notre société. Quel sera votre message à envoyer? Ben moi, à la lumière de ce que vous dites, puis à la lumière de ce que j'ai entendu plus tôt, j'ai envie de dire au gouvernement, premièrement, aller à la rencontre des personnes qui font l'expérience de situation de handicap, aller à la rencontre de leurs proches, mais pas juste ça. Pour moi, aller à la rencontre, c'est pas assez. Parce que souvent, on entend ah oui, on va prendre en considération ce que vous dites, mais pour moi, qu'est-ce que j'entends dans le sous-texte quand on dit prendre en considération, c'est on va prendre ce qui nous arrange, puis on va laisser faire qu'est-ce qui ne nous convient pas. Alors moi, j'ai envie de dire au gouvernement, allez à la rencontre, mais assurez-vous d'être redevable et de vraiment mettre en action, à vous assurer que la voix des personnes que vous écoutez ait une influence sur la suite. Ben, merci beaucoup à vous, mesdames, en cette journée de 8 mars. C'était un privilège pour moi d'avoir vécu cette première expérience à Téléhandicap avec des femmes vivantes et inspirantes, des femmes qui connaissent toujours l'avenir et qui prévoient toujours l'avenir pour leurs enfants. C'est la raison pour laquelle je vous remercie de votre présence dans cette émission spéciale de Téléhandicap et je vous souhaite l'énergie et la résilience des gens libres et en santé pour de meilleurs lendemains. À vous, chers téléspectateurs, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une autre émission. Merci.